Alors bonjour à tous, merci d'être venus par cet après-midi ensoleillé. Vous avez bravé non pas les éléments, mais vous avez choisi l'artistique et vous avez fait un très bon choix cet après-midi parce que là, moi, je suis particulièrement heureuse d'accueillir cette conférence et nos deux invités, Viviane Ditulio, qui est chargée des expositions au Palais Lascaris, et Jacques Ferrandez, illustrateur, auteur de BD, donc qui viennent nous présenter leur collaboration dans le cadre de l'exposition présentée au Palais Lascaris depuis le 4 octobre et jusqu'au 12 janvier, hein, c'est bien ça. Et moi, je suis particulièrement heureuse de recevoir une nouvelle fois Jacques Ferrandez, qui avait bravé la scène de l'artistique à l'occasion d'un festival du livre, où il nous avait présenté son adaptation illustrée du Chant du Monde de Jean Giono. C'était particulièrement intéressant, notamment aussi avec un film qui retraçait la genèse de cette fabrication et de cet ouvrage. Voilà, donc je vais laisser la parole à Viviane. Je vous remercie infiniment de votre présence et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Merci Emmanuel pour cette introduction et merci à vous tous pour votre présence aujourd'hui. Bon, je sais que ce n'est pas moi que vous êtes venus voir, je vais être très rapide. Donc je me présente, Viviane Ditulio, chargée des expositions du Palais Lascaris. Et donc, pour cette exposition, Les Orients perdus de Jacques Ferrandez, j'ai eu le plaisir de travailler donc avec Jacques et avec les éditions Maguen, qui sont à l'origine de ce bel ouvrage. Donc, si je peux me permettre, ça a été une véritable équipe de choc qui a su suivre Jacques dans la folle aventure de Théodore Lascaris, dit aussi Jules, mais ça, il vous en parlera plus en détail. En choisissant donc un Lascaris, un descendant des Lascaris comme son héros, Jacques nous a fait l'honneur de nous intégrer dans ce nouveau chapitre, dans ce nouveau tome de son histoire en tant qu'écrivain et illustrateur. Hop, petite vue de l'exposition. Ce qui nous a vu et ce qui nous a plu, et ce qui nous a parlé dans ce projet, c'est vraiment ce mélange de dimensions scientifiques et historiques avec la qualité graphique de l'œuvre proposée. Donc il parle de l'histoire de Jules, dit Théodore, avec l'adresse d'un narrateur, mais surtout avec la rigueur d'un historien, puisque Jacques a fait de nombreuses recherches durant 2 ans de préparation. Et donc, alors même que l'histoire de Théodore Jules Lascariste reste assez méconnue, il vous expliquera ce qui est documenté et ce qui est moins documenté, même si elle est moins reconnue, il a réussi à en faire une histoire vraiment passionnante, rocambolesque, qui donc nous amène à questionner les limites de l'historicité et les limites de ce qu'on connaît, notamment de l'aventure de Napoléon en Orient. Donc c'est à la fois un plaisir de travailler sur ce médium qui est la BD, donc on a pu faire une présentation un peu historique, donc donc c'est un plaisir de travailler sur ce médium qui est la BD au sein d'un palais baroque, qui est le palais Lascaris. Et Jacques nous a fait l'honneur de représenter le palais dans quelques planches. Donc même si ce n'était pas la demeure de Théodore Lascaris à proprement parler, puisqu'il habitait plutôt dans la demeure qui a ensuite été l'atelier de Matisse, tout au bout du cours Saléa. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Mais effectivement, la demeure Lascaris, à l'époque, faisait partie des demeures de la famille. Et donc, il y a toute cette histoire avec sa cousine, avec la famille, que vous pouvez retrouver dans le livre. Jacques s'est appliqué à restituer vraiment fidèlement que ce soit les décors du palais Lascaris ou le paysage niçois et les collections muséales et documentaires qui ont été mises à disposition par le palais Lascaris, mais aussi d'autres musées de la ville de Nice comme le musée Masséna. Donc c'est pour ça que je dis que c'était un véritable travail de recherche. En plus du travail d'historien, il est allé faire un travail de documentation sur place dans les musées pour avoir un rendu plus près, le plus vrai possible de Nice à cette époque, entre autres. Donc maintenant, pour ceux qui ne le connaissent pas, un petit mot rapide sur le palais Lascaris. Voilà, donc vous avez eu un petit aperçu, mais je n'en montre pas plus. Je vous invite à venir voir l'exposition, qui, soit dit en passant, est gratuite pour tous les Niçois. Donc si vous n'avez pas encore la carte des musées est gratuite pour tous les Niçois sur simple présentation du justificatif de domicile. Donc voilà, je vous invite à la faire. Donc, le musée a ouvert au public en tant que musée dans les années 1970, mais en réalité, c'est un palais qui date donc du XVIIe siècle. C'est un palais baroque qui a été construit en 1648
par donc Jean-Paul Lascaris de Castellar. Peut-être certains d'entre vous ont déjà vu la seconde exposition qui se déroule actuellement au musée du Palais Lascaris, qui retrace les liens donc, du grand maître Jean-Paul de Castellar de Nice, ses relations entre Nice, Malte et la Méditerranée, puisqu'il a été grand maître de l'ordre de Malte. Et ça tombait justement à pic d'avoir Jacques et son exposition au même moment, puisque le héros de Jacques est également héritier de cette famille Lascaris et de leur ascendance par rapport à l'ordre de Malte. Il était lui-même chevalier. Donc ça tombe à pic, ça fait une belle cohésion d'ensemble. Le palais a été conçu à l'origine comme un lieu de monstration qui incarne l'influence et le prestige de la famille, ce que vous pouvez retrouver notamment dans certaines planches et surtout dans les décors architecturaux du palais. Donc je vous invite fortement à découvrir l'histoire du palais, l'histoire de la BD et comment ces deux histoires s'entremêlent. Voilà, merci. Merci Viviane pour cette présentation. On va pouvoir très rapide. Peut-être si tu veux me lancer sur une question après ça où je démarre tout seul s'il le faut. Non, mais Jacques est ici pour nous présenter donc sa BD et plus particulièrement l'édition spéciale Nice. Donc Jacques, peux-tu nous expliquer déjà pourquoi et comment est conçue cette édition spéciale Nice ? Alors en fait, c'est un album qui est le premier tome d'un diptyque, puisque là on est sur le début de l'histoire, Nice, Malte et l'Égypte. Et comme le début de l'histoire se passe à Nice, on le voit dans certains décors qui sont familiers aux Niçois, cette image de Lascaris devant la cathédrale a été reprise comme visuel pour la couverture de cette édition qui comporte un cahier à la fin, un cahier de 8 pages, qui montre un petit peu quelles ont été mes sources documentaires, notamment iconographiques, pour retracer ce qu'a été Nice en 1792, puisque c'est là que démarre l'histoire. Donc on a cette petite particularité sur cette édition Nice d'avoir ce cahier graphique à la fin qui est consacré spécifiquement au travail relatif à la première partie de l'histoire. Sur l'édition standard, ce cahier graphique est remplacé par les 8 pages également, mais de recherche de personnages et aussi d'éléments concernant plutôt la deuxième partie à Malte et la troisième partie en Égypte. C'est généralement ce qu'on fait aujourd'hui dans les bandes dessinées quand il y a un travail en amont de recherche et d'iconographie, c'est qu'on met généralement aussi en regard de la bande dessinée ce qui a été les éléments qui ont pu nourrir l'aspect visuel de cette bande dessinée. Donc voilà pour l'édition Nice. Mais en effet, ce projet, alors il remonte à assez longtemps parce qu'avec Daniel Maguen, qui est l'éditeur, qui est au départ galeriste, il est galeriste à Paris, c'est quelqu'un qui est passionné de bande dessinée et depuis une trentaine d'années, il écume les ateliers des dessinateurs pour récupérer des pages, des planches qui sont aujourd'hui presque considérées comme peut-être pas des œuvres d'art, mais enfin en tout cas des objets de collection pour les amateurs. Et ce qui fait que Daniel, que je connais depuis au moins 25 ans, entre-temps, ça fait, je crois, il fête aujourd'hui les 20 ans de sa maison d'édition. Donc il a monté une maison d'édition pour publier les auteurs qu'il aime bien et surtout sur des albums, vous voyez, plutôt grand format, mettant vraiment en valeur le dessin. Et ça fait, comme moi, il s'était intéressé à ma série précédente qui s'appelait Carnet d'Orient, surtout sur les premiers tomes qui racontaient le début de la conquête en Algérie, avec ce début du mouvement orientaliste, avec des peintres comme Delacroix et autres. Il aimait beaucoup cette veine-là et il m'encourageait à faire plutôt des dessins à l'époque où il avait cette galerie, avant d'être éditeur, faire une série de dessins plutôt dans cet esprit. Et puis, entre-temps, donc, il est devenu éditeur, il y a eu ce projet de livre, et c'est il y a quelques années, seulement il y a 3-4 ans seulement, que je suis tombé sur cette histoire de Théodore Lascaris. Alors, Jules Théodore, c'était le même personnage, mais il était tantôt nommé Jules, tantôt Théodore. En réalité, son prénom d'état civil, c'est bien Jules. Il est né dans les années 1770, et en 1792, au moment où Nice
est envahi par les troupes républicaines françaises révolutionnaires qui étaient stationnées au Fort Carré d'Antibes et qui franchissent le Var. Il y a un peu de panique à la fois chez ce qu'on appelait les émigrés, c'est-à-dire les aristocrates, les prélats, les magistrats qui avaient fui la Révolution. Surtout que là, on est en pleine période de la terreur. Donc ils avaient fui la Provence pour venir se réfugier à Nice, qui à l'époque était une dépendance du Piémont, Sardaigne, duché de Savoie. Et là, évidemment, comme les troupes révolutionnaires arrivent, mon Lascaris s'inquiète un peu pour sa tête et décide de quitter Nice, de s'enfuir pour, après un petit crochet par Vintimille, puisqu'on est vraiment dans cette lignée des Lascaris de Castellar, Lascaris de Vintimille. Alors j'imagine qu'il a une vieille tante à Vintimille, mais surtout son objectif, comme il est chevalier de Malte, c'est de partir pour cette île de Malte, où a été grand maître de l'ordre, un de ses aïeux, alors pas directement son arrière-grand-père, puisque les chevaliers de l'ordre de Malte sont censés être des moines, donc ne pas avoir de descendance, enfin en tout cas font vœu d'obéissance, de chasteté, d'hospitalité. Donc dans la chasteté, il y a probablement le fait de ne pas considérer qu'on pourra avoir des enfants, même si je le signale un peu plus tard dans l'histoire, c'est plutôt le vœu de célibat qui n'est pas nécessairement corrélé à la chasteté, si vous voyez ce que je veux dire. Mais donc mon personnage va à Malte, là il va passer quelques années où il va s'illustrer d'une certaine façon avec ce que sont ses compétences, puisqu'il a été formé comme architecte et comme musicien. Je pense beaucoup de familles aristocratiques, effectivement, avaient un penchant pour les arts, mais lui un petit peu plus que ça, puisqu'il avait, semble-t-il, une compétence d'architecte. Donc là, à Malte, à La Valette, il s'occupe d'une partie de la restauration, de la rénovation d'une auberge, ce qu'on appelle les auberges à Malte. Ce sont on peut dire les hôtels ou les résidences des chevaliers européens, et c'est réparti par nation, c'est-à-dire que il y a l'auberge de Provence, l'auberge d'Auvergne et l'auberge du Portugal et de Castille. C'est sur ce bâtiment que Lascaris a fait des travaux de rénovation. Et la vie se passe de façon relativement tranquille à Malte jusqu'au jour où, en 1798, au mois de juin 1798, Bonaparte débarque avec 300 navires. En fait, il est en route pour l'Égypte, pour ce qui sera la campagne d'Égypte. Et comme le grand maître de l'ordre rechigne un peu à ce que la flotte de Bonaparte puisse ravitailler à Malte, Bonaparte décide tout simplement d'annexer l'île, d'en faire une république. Il abolit l'esclavage, il édicte un très grand nombre de décrets pour en faire une république associée à la France. Il laisse une garnison d'ailleurs sur place avant de prendre la mer pour l'Égypte, et il intègre dans son équipe, on peut dire, quelques chevaliers de l'ordre de Malte qui n'ont pas été les premiers, on peut dire, qui ont même refusé de prendre des armes contre cette armée française qui était en train d'arriver. Sachant que la tradition chez les chevaliers de Malte depuis Charles Quint, c'était depuis que Charles Quint leur a octroyé cette île pour y domicilier, on peut dire, leur ordre, ils avaient plutôt une fonction de gendarmes de la Méditerranée contre les Turcs. Donc se battre contre des Français, des chrétiens, même si la Révolution est passée par là, c'est pas tout à fait dans les attributions de cet ordre prestigieux. Donc un certain nombre de chevaliers suivent Bonaparte en Égypte, et Lascaris fait partie de cela. Avant d'embarquer pour cette folle aventure, je voulais revenir juste sur les planches de Nice. Tu as introduit le personnage en commençant par des planches muettes. Donc le personnage ne parle pas, et on a l'impression, comme ça a été dit hier sur RCF pour ceux qui ont écouté l'émission, que tu introduis d'abord Nice en tant que personnage. Quel est ton rapport avec Nice? Comment as-tu fait pour représenter la ville à cette époque? Quelle a été ta démarche? Alors vous savez, moi je suis niçois, en tout cas niçois d'adoption, comme certains le savent peut-être. À propos de cette longue série dont j'ai parlé sur l'Algérie, je suis né moi-même à Alger à la fin de l'année 55, mais mes parents ont décidé de se fixer à Nice dès l'année 56, dès le début de l'année 56, donc j'avais quelques mois seulement. J'ai 2 frères après moi qui sont nés à Nice, donc je me considère évidemment comme niçois dans la mesure où j'ai passé toute mon enfance, ma jeunesse, ma scolarité, mes études. J'ai passé quelques années à la Villa Arson après mon bac.
Donc Nice, c'est ma ville, et étant donné que ce personnage est niçois lui-même à une certaine période, il fallait pouvoir trouver la documentation qui permette de retracer, de montrer ce qu'était la ville à ce moment-là. Alors il y a beaucoup d'iconographie sur Nice, beaucoup datent de la moitié du 18e ou de la moitié du 19e ou de la fin du 19e. Et là, il s'agissait de trouver plutôt les images qui correspondaient à cette période vraiment de 1700, des années 1790. Donc en fait, il y a pas mal de choses qui existent. Au début, j'ai fait des recherches plutôt sur Internet pour savoir un peu trouver des images. Alors, il y a les peintures des frères Trachel qui sont un peu ultérieures, mais qui donnent quand même une idée de la physionomie de la ville, avec cette colline qui est la colline du château, qui était assez pelée à l'époque. Aujourd'hui, c'est une espèce de parc très arboré. À l'époque, c'était quelque chose de plutôt, plutôt dépouillé de végétation. Et puis, il y a aussi, je suis tombé sur les aquarelles d'Albanise de Beaumont. Alors, il y a une rue Beaumont à Nice, je ne savais pas qui c'était. Beaumont, c'était un architecte qui avait été envoyé par le duc de Savoie dans les années 1780 pour superviser les agrandissements du port de Nice, qui venait d'être créé, puisque jusque-là, le débouché maritime de Nice se passait dans la rade de Villefranche. Mais le duc de Savoie voulait que Nice, parce que Villefranche, Villafranca, donc comme son nom l'indique, c'était peut-être en dehors des attributions. Vous voyez, je ne sais pas exactement quel était le statut, mais c'était probablement du point de vue territorial. Le duc de Savoie souhaitait avoir vraiment à Nice le débouché maritime pour Turin, vous voyez, pour tout le Piémont. Donc ce port de Nice a été créé dans le bassin qu'on connaît actuellement, le port Olympia. Et au début, ce port de Nice, comme on peut le voir sur l'image précédente, était beaucoup moins profond, enfin profond dans le sens où il allait moins loin, vous voyez, qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, le bâtiment, je vais prendre la petite lampe rouge, le bâtiment qui est là, si je me suis, en faisant des recoupements, c'est le bâtiment où est né Garibaldi quelques années plus tard et qui a été rasé ensuite au moment où, vous voyez, le port ici a été aligné sur cette berge-là. Donc tout ça a disparu. Je crois qu'il reste encore ces bâtiments ici, dont le bâtiment de la douane aujourd'hui. Mais évidemment, le bassin va beaucoup plus loin aujourd'hui, jusque sur le quai qui est en contrebas de l'église du port. Pour l'anecdote, j'ai habité moi-même dans un des immeubles qui donne rue Faudéré, mais qui est un de ces grands immeubles de part et d'autre de l'église du port. Donc je connaissais pas mal le quartier. Ce chemin de Robacapao a été à ce moment-là agrandi, enfin élargi pour pouvoir permettre de faire passer effectivement les chariots pour pouvoir effectivement alimenter, enfin desservir ce port, donc qui était tout récent. Cette jetée, c'est un peu l'ancêtre de la jetée actuelle. Celle-ci n'existe plus, mais là on a une physionomie du port. Je l'ai fait en vue aérienne, mais en effet les aquarelles de Beaumont représentent, vous voyez, cette vue de la plage aujourd'hui de Coco Beach, si vous voulez. On voit bien, là, c'est l'ancien Lazaret ici. Et là, on a le port tel qu'il a été décrit par Beaumont à cette époque-là. Cette vue est également aussi inspirée des aquarelles de Beaumont. Donc, ça me permettait de situer mon personnage dans un environnement le plus exact possible du point de vue historique. Là aussi, on montre les soldats sardes, puisque Nice, donc Piémont-Sardaigne, qui d'ailleurs vont un peu déserter Nice au moment de l'arrivée des troupes révolutionnaires françaises pour assurer plutôt la défense du Piémont. Donc Nice va être un peu livrée à elle-même. On voit par parenthèse ici les premiers navires anglais, puisque c'était déjà le début du tourisme, on peut dire, mais ce n'était pas du tout un tourisme de masse. C'était au départ la famille royale d'Angleterre, puis les familles aristocratiques. Mais tout ça, ça m'amusait de montrer un petit peu cette ville portuaire à cette époque-là, disons, avant la Révolution. Et puis là, on voit effectivement, vous voyez, ces deux pages, Lascaris en discussion avec un prélat et un aristocrate français ou provençaux qui sont réfugiés à Nice et qui sont assez inquiets, effectivement, de la possibilité de l'arrivée des troupes révolutionnaires. Et puis mon personnage continue sa petite déambulation. Et là, j'ai imaginé, parce que évidemment, il y a un fond historique, mais
la vie de Lascaris est assez documentée à partir du moment où il est en Égypte avec Bonaparte. Et ensuite, ce qui sera le sujet du deuxième tome, et vraiment c'est le cœur de l'histoire, où il va être espion pour Napoléon dans toute la péninsule arabique. On le retrouvera une dizaine d'années après l'expédition d'Égypte. Ça sera le sujet du deuxième tome. Mais cette activité, on peut dire, d'agent de renseignement ou d'espion s'apparente tout à fait à l'histoire de Laurence d'Arabie, sauf qu'on est un siècle plus tôt et avec un personnage qui n'est pas resté à la postérité, en tout cas avant cet album. Mais enfin, il est quand même connu parce que quand on fait des recherches, c'est Lamartine, en fait, le grand poète Lamartine, qui dans son voyage en Orient a entendu parler de cette histoire, qui a acheté le manuscrit qui avait été rédigé par le secrétaire, on peut dire l'aide, le second de Lascaris pendant toute son aventure d'Arabie. Et cette histoire est arrivée jusqu'à nous par Lamartine. Il y a eu des recherches ensuite. Ça sera le sujet du deuxième tome. Donc n'allons pas trop vite. Mais là, je me suis amusé sur le début de l'histoire pour boucher un peu les trous parce que bon, on sait qu'il est une formation d'architecte, de musicien. À l'époque, un architecte est évidemment un dessinateur, donc j'ai imaginé qu'il ne se contente pas seulement de dessiner les architectures et les paysages, comme on l'a vu sur les 2 pages précédentes, mais il a aussi une passion pour le modèle vivant et particulièrement féminin. Et je me suis là un petit peu inspiré de ce que pouvait être la peinture à cette époque-là, d'un de ses voisins, alors un petit peu antérieur, mais quasiment contemporain, qui est le Grassois Fragonard, où on voit dans les modèles aussi et dans l'inspiration de Fragonard, cette inspiration galante, on pourrait dire, ou libertine même. J'ai imaginé que Lascaris pouvait avoir à peu près les mêmes sources d'inspiration. Et là, comme j'avais envie de représenter ce qui est aujourd'hui le musée, donc le palais Lascaris, je savais que ce n'était pas son lieu d'habitation, donc j'ai imaginé qu'il a une cousine qui était elle-même une descendante d'une des nombreuses branches de cette famille et qui marivaude un petit peu avec cette cousine, notamment, il en fait un petit peu son modèle ou sa muse. Voilà, donc tout ça va être bousculé par l'arrivée des troupes françaises qui franchissent le Var. Là, vous voyez, là aussi, il y a une espèce de reconstitution. Il y a quelques gravures qui existent du franchissement du Var par ces troupes révolutionnaires, avec un pont en bois, un pont provisoire. Le Var pouvait se franchir à gué en période de basse eau. Là, on est en septembre, donc j'ignore quel était l'état du fleuve à ce moment-là. Mais en tout cas, il y avait 15 000 hommes qui sont arrivés depuis la rive française et ont investi Nice. Vous voyez, donc là, on voit dans l'église du Jésus, dans le Vieux-Nice, les soldats ne se sont pas extrêmement bien comportés, puisque effectivement, il y avait quand même tout l'esprit révolutionnaire qui soufflait sur cette armée. Et en fait, Nice a un petit peu été laissé, disons, à la soldatesque française, parce que les troupes sardes donc, sont parties, comme je l'ai dit, les prisons ont été ouvertes, et finalement, c'était le consul de France, qui s'appelait Le Seur, à ce moment-là, qui a été nommé maire de Nice, pour essayer de mettre un peu d'ordre, mais disons qu'il n'a pas totalement contrôlé les pillages ou les exactions des troupes. Il y a un autre épisode qui mériterait à lui seul de faire un scénario de bande dessinée, c'est l'épisode des Barbets, c'est-à-dire il y a eu des résistances quand même dans les vallées, puisque ces troupes, quand même 15 000 hommes, il fallait les nourrir, les équiper, les faire manger. Et donc il y avait une espèce de tribu qui était prélevée dans les vallées, qui était évidemment très pauvre à l'époque. Donc les paysans des vallées n'étaient pas nécessairement très, très, très contents de cette incursion. Donc beaucoup ont pris les armes, ont pris le maquis, on pourrait dire. Et donc ça a donné ensuite, quand l'administration française s'est installée à Nice, ça a donné... ceux qui avaient pris le maquis sont devenus une sorte de bandits de grand chemin sous le nom de Barbet. Donc c'est une histoire, je vous dis, qui mériterait d'être racontée à elle seule. Mais ce n'était pas mon sujet, donc je suis passé un peu rapidement. Et ensuite, mon personnage va partir, effectivement, on le voit là, donc le petit crochet à Vintimille. Alors à Vintimille, d'abord on est à Villefranche, ici. Alors il s'est embarqué d'une petite crique, c'est pas dit qu'il soit parti de Villefranche, mais vous voyez là, quand on fait... tout à l'heure, on parlait de travail historique. En fait, je ne suis pas historien, je vous révèle
l'imposture, c'est que moi j'ai une formation Beaux-Arts, je me suis beaucoup intéressé évidemment à l'histoire, j'ai longtemps travaillé sur l'histoire commune entre la France et l'Algérie, et là pour cette histoire-là, j'ai essayé de trouver le maximum d'éléments, mais même les spécialistes, les connaisseurs ne savent pas exactement ce qu'était l'Ascaris tant qu'il était à Nice. Bon, sa fuite pour Malte, on peut imaginer qu'elle s'est passée de façon plus ou moins clandestine. Et il a fait probablement cette escale à Vintimille. Et à Vintimille, si vous allez aujourd'hui à Vintimille, sur la partie du vieux Vintimille, sur le rocher en haut, il y a encore une rue Lascaris et il y a des palais. Enfin, on peut imaginer que cette famille Lascaris de Vintimille, évidemment, avait cette... était la, comment dire, c'était les aristocrates en titre de cette ville, de cette région. Donc il part à Malte et le voici donc sur le quai de la Valette. Là aussi j'ai essayé de trouver des documents qui montrent cet emplacement tel qu'il était. Ce bâtiment aujourd'hui n'existe plus tel qu'il est. Il y a à la place une espèce de bastion qui est bien plus costaud, hein, qui est plus fortifié et qui s'appelle d'ailleurs aujourd'hui le bastion Lascaris. Si vous allez à la Valette, il y a encore les traces de ce nom Lascaris qui est sur ce bastion. Ce bastion a été construit par l'aïeul, enfin l'arrière-grand-oncle de Théodore, qui était Jean-Paul, qui était grand maître pendant une vingtaine d'années au XVIIe siècle, et dont vous pourrez voir toute l'histoire si vous allez visiter l'exposition principale du musée, la mienne n'occupant qu'une salle au rez-de-chaussée, et c'est une exposition pour ce qui concerne mon travail qui s'est greffée un petit peu sur l'exposition plus générale, plus historique et plus scientifique que mon propre travail. Voilà, donc ensuite, je ne vais pas vous faire défiler toute l'histoire, mais une fois arrivé à Malte, il y a deux choses qui l'intéressent. C'est d'abord d'aller rendre visite effectivement à la chapelle qui est dédiée à Jean-Paul Lascaris de Castellarc et de Vintimille, qui était donc le grand maître un siècle plus tôt. Et la deuxième chose qui l'intéresse, c'est de voir le Caravage. Il y a un magnifique tableau du Caravage, qui est la décollation de Saint-Jean-Baptiste, qui a été peint sur place par le Caravage et qui n'a jamais été déménagé de cette cathédrale de la Valette à Malte, qu'on appelle co-cathédrale, puisque la capitale, avant que ce soit la Valette, était au centre de l'île principale. La ville s'appelait Mdina, où la cathédrale existait à ce moment-là. Et quand la Valette a été créée comme capitale à la suite du siège des Turcs qui ont dû lever le siège, là on est à la fin du XVIe siècle, je crois, le grand maître de l'ordre qui s'appelait à l'époque, qui était français, qui s'appelait La Valette, donc a construit cette ville fortifiée à l'emplacement où elle se trouve actuellement et lui a donné son nom. Et donc du coup il y a une deuxième cathédrale qui s'est créée. C'est pour ça que c'est la co-cathédrale de La Valette, qui est un joyau baroque aussi, qui est extrêmement chargé, et notamment tous les pavements, ce qu'on voit ici, est constitué des pierres tombales des chevaliers de l'ordre de Malte qui se sont fait enterrer sur place. Et chaque pavement rivalise de luxe, de marqueterie, de marbre pour raconter l'histoire du chevalier qui est là-dessous. Alors il y a des chevaliers qui viennent de tous les pays européens et donc dont la sépulture se trouve là dans le pavement même de la cathédrale. Tu en parles comme si tu y étais, Jacques. Est-ce que tu es parti dessiner sur le motif? Alors, je suis allé à Malte pour me rendre compte des lieux, déjà, parce que c'est assez extraordinaire, cette île de Malte, qui est un caillou quand même dans la Méditerranée, et qui est extrêmement fortifiée. Il y a beaucoup de fortins, de places fortes, notamment la Valette est est considérée comme imprenable. Ce qui fait que quand Bonaparte arrive en 98, les chevaliers disent non, mais nous on est là pour défendre l'île, pas question que. Enfin, certains, en tout cas le grand maître qui s'appelait von Humpesch à l'époque, qui était allemand, qui venait d'être élu, a essayé de faire un peu de résistance, mais il a bien vu que ses troupes le lâchaient un peu, que l'ordre était déjà un peu en déclin, que cet ordre qui s'était illustré de façon héroïque pendant le siège des Turcs avait un peu lâché l'affaire, parce qu'en effet les Turcs n'étaient plus une menace en Méditerranée à ce moment-là, et qu'ils avaient plutôt une vie partagée entre l'oisiveté, le commerce. Il y avait encore une activité maritime de Malte, mais qui était aussi la course, un peu les corsaires, l'esclavage toujours, et ce qui fait que les défenses n'étaient pas au rendez-vous. Donc
le grand maître a dû capituler devant Bonaparte. Mais quand on voit aujourd'hui ce qu'est cette île fortifiée, on se dit qu'en effet, si les chevaliers avaient décidé de se défendre, peut-être que Bonaparte aurait passé son chemin, je ne sais pas comment il aurait fait. En tout cas, l'île est tombée très rapidement. Et comme je vous disais, il a laissé une garnison sur place qui est restée à peu près 3 ans. Mais les Anglais, ensuite, qui étaient les maîtres des mers à ce moment-là, on le verra par la suite, au moment du désastre d'Aboukir, au moment où Bonaparte est déjà en Égypte, sa flotte est comment dire, annihilée par les Anglais. Et les Anglais, donc, à ce moment-là, ont la maîtrise de toute la Méditerranée, et notamment ont la maîtrise de ce point d'ancrage qui était Malte. Oui. Voilà, donc on voit là j'ai imaginé aussi la rencontre. Alors, on sait par contre que Lascaris a fait connaissance 6 mois avant l'arrivée de Bonaparte, donc on est en novembre 1797, d'un envoyé du Directoire. À l'époque, donc la terreur c'est fini, le Directoire est au pouvoir en France. Et le Directoire envoie un émissaire qui est là de façon discrète pour essayer de voir quelle serait justement la possibilité d'utiliser Malte comme étape pour une future expédition en Orient. Et il veut savoir quelle est un peu la teneur, quoi, que feraient les chevaliers si jamais une flotte française débarquait à Malte. Donc il essaye de faire un petit sondage, et là il rencontre Lascaris, et il essaye déjà de convaincre qu'il n'y a pas beaucoup d'avenir sur ce caillou, que l'ordre de Malte a déjà été dissous par la Révolution en France, et que l'avenir des chevaliers, il est très incertain, il est très précaire, pour ne pas dire en voie de disparition. Et c'est ainsi, je pense que Lascaris est à peu près convaincu quand Bonaparte arrive que ça mérite de tenter l'aventure et de quitter cette île. Lui qui se croit quand même promis à un grand destin. On le verra, c'est quand même un personnage assez fantasque, peut-être un peu mythomane, en tout cas qui a l'intention de peser sur l'histoire. Donc on verra ça. Alors là, j'ai imaginé ce que pouvait être la rencontre avec Bonaparte. Bonaparte va effectivement l'engager comme architecte, comme administrateur des biens qui vont être confisqués ou désertés par les Mamelouks au Caire. Et ça, c'est tout à fait une fonction officielle. Il y a des lettres, il y a des courriers, il y a des rapports qui précisent que Lascaris a été engagé pour faire la répartition en tant qu'architecte, faire une espèce d'inventaire et de répartition des immeubles, enfin des bâtiments qui ont appartenu aux Mamelouks pour les redistribuer aux généraux et aux savants. Parce qu'évidemment, il y a cette armée qui va en Égypte, il y a évidemment tout le corps expéditionnaire militaire, mais Bonaparte s'est entouré d'un grand nombre de savants et d'artistes qui vont être à l'origine de la description de l'Égypte et ce qui sera ensuite l'égyptomanie et l'orientalisme chez nous. Donc j'ai imaginé un peu ce que pouvait être cette rencontre entre les deux. Lascaris qui dessine, tente un petit portrait de Bonaparte. Bonaparte, voilà, on voit ici... il dit mais c'est comme ça que vous me voyez, ce nez aquilin, ces yeux fiévreux, vous êtes certainement meilleur architecte que dessinateur. Et c'est comme ça qu'il l'embauche. Ça c'est un dialogue inventé parce qu'encore une fois, n'étant pas historien, n'ayant pas les éléments, même les historiens je pense, il y a des lacunes sur cette vie de Lascaris. Moi je me situe plutôt, si vous voulez, dans le roman historique, c'est-à-dire... toute comparaison mise à part, plutôt du côté d'Alexandre Dumas. C'est-à-dire qu'Alexandre Dumas, vous savez ce qu'il disait ? Il disait « on a le droit de violer l'histoire à la condition de lui faire de beaux enfants ». Donc je ne prétends pas violer l'histoire, j'essaye de m'en approcher au maximum, mais j'essaye aussi de remplir les cases qui manquent. Et puis ça tombe bien, comme dans la bande dessinée, c'est des cases aussi. J'essaye de faire en sorte que le parcours du personnage soit plausible, en tout cas, à défaut d'être absolument avéré. Quand je parlais de rigueur historique, c'est vraiment dans cette démarche de comblement des lacunes. Et donc, tu as fait toutes les recherches possibles donc, sur cette période un peu moins connue de la vie de Lascaris. Et ensuite, il arrive en Égypte. Et là, en Égypte, on a un peu plus de documentation grâce à ce jeune d'Alep. Alors ça, c'est un peu plus tard. C'est-à-dire que dans le second tome, on verra comment, mais il va se passer 10 ans entre l'expédition d'Égypte et le moment où Lascaris va être missionné pour faire l'espion, on peut dire. C'est à ce moment-là qu'il va engager un jeune chrétien d'Alep,
qui va être un peu son partenaire, son secrétaire, son assistant, on peut dire, avec, comme vous savez, comme dans le bureau des légendes, il a une couverture, il y a une légende, il est commerçant chypriote, et avec son camarade d'Alep, ils vont acheter de la marchandise pour vendre cette marchandise aux Bédouins, et de cette façon arpenter, parcourir tout le désert d'Arabie, exactement de la même façon que Laurence d'Arabie un siècle plus tard. Mais là, effectivement, on va être dans la deuxième partie où tout a été effectivement documenté, on peut dire, en tout cas raconté, à défaut, là aussi, d'avoir une exactitude stricte du point de vue historique. C'est un témoignage, en tout cas un témoignage au plus près, et c'est ça, en fait, qui a permis de savoir qui était Lascaris en particulier. Mais à ce stade encore de l'histoire, les éléments dont je dispose pour raconter sa participation à l'expédition d'Égypte, c'est plutôt les courriers. Il a envoyé beaucoup de courriers. Il a été, d'abord, il avait cette fonction officielle, hein, avec un traitement, un salaire pour être architecte sur place. J'imagine que sa fonction ne le satisfaisait pas entièrement. Lui, il préférait, je pense, si on estime qu'il avait une fibre artistique, être plutôt versé dans la commission des sciences et des arts qui accompagnait donc cette expédition. Donc je tire un petit peu, moi, de ce côté-là. Mais il avait aussi une espèce de vision politique de l'Égypte, avec un projet à la fois d'ingénierie sur des constructions de barrages, des barrages sur le delta du Nil pour aménager, domestiquer le Nil. On le verra donc un peu plus tard. Là, on est vraiment au début, c'est-à-dire quand il pose le pied sur le sol égyptien. Donc il y a toute la flotte qui stationne devant Alexandrie. Il y a l'Égypte qu'on imaginait trouver n'est pas exactement celle de la réalité, puisqu'on est en plein mois de juillet, vous imaginez la chaleur. Les soldats ne sont pas équipés du tout, ils ont leur tenue de drap de laine, vous voyez, donc probablement celle qu'ils avaient pendant la campagne d'Italie, 2 ans plus tôt. Ils sont livrés à un pays, à un paysage extrêmement hostile. Mais quand même, les scientifiques sont là pour travailler. Donc, première chose qu'ils font à Alexandrie, c'est qu'ils mesurent la colonne de Pompée. Ça, c'est tout à fait avéré, parce qu'on a tous les écrits, les témoignages des scientifiques. Dans les scientifiques, Bonaparte s'est entouré des meilleurs à l'époque, c'est-à-dire ces Monge, ces Berthollet, qui sont les fondateurs de l'école polytechnique. Tout un tas de très jeunes scientifiques qui sont, tout à fait enthousiastes et très ardents défenseurs des Lumières et des idées révolutionnaires. Donc là aussi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est de voir de quelle manière cette expédition militaire, hein, quand même, prétend apporter la civilisation, apporter surtout la liberté, libérer le peuple égyptien de la tyrannie des Mamelouks. Et Bonaparte, à cet effet, a embarqué sur un de ses navires une presse avec des caractères arabes. Et la première chose qu'il fait quand son corps expéditionnaire arrive à Alexandrie, il imprime des affiches, des proclamations en arabe pour dire « Peuple égyptien, nous sommes venus vous libérer au nom de l'islam ». C'est-à-dire que Bonaparte a compris que l'islam, c'était évidemment, il fallait en tenir compte, et il prétend lui-même être musulman, ou en tout cas ami des musulmans, et de libérer, comme l'armée révolutionnaire a prétendu le faire dans les guerres révolutionnaires en Europe, et les premières guerres commandées dont Bonaparte était le général en chef, la campagne d'Italie précédemment, c'était pour libérer les peuples de la tyrannie. Alors en Italie, c'était les Autrichiens, c'était aussi les États pontificaux. Et là, quand il arrive en Égypte, c'est sous ce prétexte-là qu'il prétend, être motivé pour arriver en Égypte. Mais donc il y a le travail des savants qui aussi sont porteurs de cette idée de progrès, des sciences, des lumières, etc. Donc tout ça, si vous voulez, marche de façon assez cohérente à l'époque ensemble. Même si, évidemment, du point de vue militaire, c'est quand même une guerre, évidemment, sans merci, puisque on voit sur la bataille des pyramides, qui ne s'est pas passée au pied des pyramides. Les pyramides étaient au fond, on les voit au fond du
du décor. C'est une bataille qui s'est passée le long du Nil. Et Bonaparte constate que la victoire est assez facile. Les Mamelouks, Bonaparte le constate, se battent très bien, mais ils se battent comme au temps des croisades, dit-il. Alors qu'on voit donc sur la partie gauche, c'est quasiment du corps à corps. Et sur la partie droite, vous voyez, on voit c'est l'organisation militaire de Bonaparte avec les carrés, avec l'artillerie, et qui a taillé en pièces finalement la cavalerie des Mamelouks. Et ce qui était d'ailleurs... il y avait un droit de butin à ce moment-là, donc les soldats français étaient très contents parce que les Mamelouks étaient très richement vêtus, avec même des pièces d'or cousues dans leur ceinture. Donc les soldats français ont comme ça pu améliorer l'ordinaire en pillant les cadavres des Mamelouks. Bon, beaucoup sont partis aussi en fuite, certains se sont noyés dans le Nil. Vous voyez, c'était quand même pas une rigolade, quoi, cette bataille des pyramides. Et j'ai essayé de rester là aussi assez fidèle à l'histoire, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film de Ridley Scott, Napoléon, où Ridley Scott fait bombarder les pyramides par Bonaparte, ce qui est une aberration historique. C'était peut-être spectaculaire à l'image du point de vue cinématographique, mais dans mon cas, j'essaye plutôt de rester très proche de l'histoire, en considérant d'ailleurs qu'il n'y a pas grand-chose à inventer pour... comment dire, l'histoire est suffisamment riche en tant que telle. Donc on voit le personnage principal ici, désormais vêtu à la manière des Égyptiens. Comment s'est passée cette adaptation dans le roman? Pourquoi lui faire revêtir cet accoutrement? Alors en fait, ça aussi, c'est raconté par les témoins à ce moment-là, et peut-être par Lascaris lui-même, c'est que tout de suite, il se met dans le bain. Je rappelle donc qu'il fait très chaud, on est arrivé en Égypte au mois de juillet, et tout de suite il adopte le vêtement local, le vêtement oriental, d'abord parce que c'est plus confortable. Et je lui fais dire, quand son ami Poussielgue, celui dont il a fait connaissance à Malte et qui a favorisé son intégration, disons, dans l'équipe de la campagne d'Égypte, Poussielgue dit, mais enfin c'est pas une tenue pour un fonctionnaire. Il dit, mais à Rome, faites comme les Romains, et au Caire, faites comme les Égyptiens. C'est-à-dire que lui, tout de suite, il se coule un peu dans le moule, il s'habille à l'oriental, il se met à prendre l'arabe, ça aussi c'est avéré, et il prend femme sur place. L'histoire là est peut-être un peu, est assez romanesque. La rencontre, on ne sait pas exactement comment elle s'est passée, mais ce qu'on croit savoir, c'est que c'est une jeune femme, une jeune fille échappée d'un harem, qui était elle-même géorgienne, circassienne. C'est un peu jeté dans ses bras parce qu'elle était, on peut dire, elle était à la rue. Et donc, elle a vu ce Français qui était un peu français. D'ailleurs, il n'était pas français, il était niçois, mais enfin, il accompagnait l'armée française. Elle a vu qu'il était un peu différent des autres. Et en réalité, elle se fait un peu adopter, on peut dire, par Lascaris, qui est tout content parce qu'il trouve là la femme orientale telle qu'il se l'imagine, et c'est à nouveau un modèle. J'ai imaginé que Lascaris pouvait avoir à chaque fois tombé aussi amoureux à travers sa pratique artistique des femmes qu'il va rencontrer à chaque étape de son aventure. Et donc, mais ça, effectivement, il s'est marié sur place avec cette jeune géorgienne. Ils ont même eu une fille ensemble. La suite de l'histoire montrera comment leurs rapports ont pu être un petit peu conflictuels par la suite. Mais ça montre en tout cas que ce personnage avait aussi une ouverture, une curiosité pour le pays dans lequel il se trouvait. Et comme on voit au début de l'histoire, il est musicien, on sait qu'il avait cette formation de musicien, j'ai considéré qu'il s'intéresse aussi à la musique orientale, ce qui donne d'ailleurs dans l'exposition que vous pourrez voir au musée la présentation de quelques instruments orientaux avec une scène où il tient un salon, si vous voulez, où il essaye de retranscrire la musique orientale sur des partitions, sur des portées, et un petit peu contre l'avis de ses amis qui disent mais qu'est-ce que cette musique, c'est complètement dissonant, et lui dit non, détrompez-vous, c'est une vraie musique savante. Et vous voyez, il y a cet intérêt aussi pour cette civilisation, cette culture dans laquelle il vient s'immerger complètement. Alors pour la petite histoire, le dessin que vous voyez là, avec le salon de musique, et le dessin qui est complètement en haut à gauche, où on voit Bonaparte en train de réunir ses savants pour créer l'Institut d'Égypte, c'est des dessins que j'ai, entre guillemets, recyclés parce qu'ils ont été faits il y a maintenant 27 ans. À l'époque, en 1998, le journal Le Monde a publié un feuilleton de Robert Solé qui s'appelait Les savants de Bonaparte. C'était le bicentenaire
de la campagne d'Égypte. Et le journal Le Monde m'avait demandé d'illustrer le feuilleton de Robert Solé. Et j'avais fait des grands dessins qui ont été publiés en double page pendant 2 semaines dans le quotidien. Et ces grands dessins qui étaient en couleur et qui accompagnaient le texte de Robert Solé, à part les lecteurs du Monde il y a 27 ans, ils étaient tombés dans l'oubli. Comme ça correspondait exactement aux propos et au récit que j'étais en train de réaliser, j'ai décidé de les intégrer dans ma mise en page. Et du coup, ça a même un peu influencé aussi certaines séquences, puisque j'avais fait ce dessin du salon de musique, parce qu'il y avait un musicien qui accompagnait l'expédition de Bonaparte, et qui lui-même, évidemment, étudiait cette musique et les instruments, etc., qui étaient ceux des musiciens égyptiens. Et j'ai transfiguré ou transmis, si vous voulez, cette scène en la faisant jouer en fait par Lascaris lui-même, parce que, encore une fois, même s'il n'y a aucune indication d'un Lascaris un peu musicologue, ou en tout cas désireux de s'intéresser à la musique locale, c'est pas totalement incohérent avec ce qu'on sait du personnage. Donc là, c'est la petite licence artistique ou romanesque, si vous voulez, que je me suis autorisé. Mais en tout cas, ça permettait aussi de le décrire comme un personnage qui s'intéresse aussi à la culture dans laquelle il est plongé un peu malgré lui au début, et qui va être ensuite son atout, puisque étant justement très expert, enfin connaisseur de cette culture, c'est ça qui va lui servir ensuite quand il va être sollicité dans cette mission d'espionnage quelques années plus tard. Là, on voit donc il y a eu assez vite, après l'arrivée de l'armée française, après la victoire des Pyramides, donc Bonaparte se maîtrise, enfin contrôle le Caire. Il envoie son armée jusqu'en Haute-Égypte avec le général Desaix, Desaix, D-E-S-A-I-X, qui est mort au combat quelques années plus tard en Italie. Mais donc il y a une conquête militaire, mais il y a aussi une prise de contrôle de la ville du Caire. Il y a un épisode qu'on voit un peu plus tôt dans l'histoire, et ça c'est tout à fait avéré, c'est que Bonaparte, pour avoir les bonnes grâces des dignitaires musulmans, je rappelle qu'il est venu en Égypte pour libérer la population, le peuple égyptien au nom de l'islam. Il s'habille à l'oriental. Alors j'ai trouvé juste une gravure le représentant habillé à l'oriental avec un grand turban sur lequel il y a des cocardes tricolores quand même, parce qu'il a imposé aussi aux dignitaires égyptiens de porter la cocarde tricolore. Vous voyez, c'est une espèce de syncrétisme un peu particulier. Et on dit même dans les témoignages qu'il s'est laissé pousser la barbe quelques jours pour pouvoir présider la fête du Mouloud, qui est dans le monde musulman, c'est la naissance du prophète, l'anniversaire de la naissance du prophète. Et donc il a organisé toute une fête, toute une cérémonie, toute une vaste manifestation au Caire avec les dignitaires égyptiens, habillés à l'oriental. Certains de ces généraux étaient habillés à l'oriental également. Et tout ça pour, disons, essayer de convaincre les autorités religieuses que sa présence en Égypte était tout à fait fondée. Après, Bonaparte va continuer sa conquête vers l'actuelle Palestine et Syrie. Et là, ça va être des échecs militaires. Il y aura d'abord le siège de Saint-Jean-d'Acre, qui était mal préparé et devant lequel il va rester 3 semaines sans pouvoir prendre la ville. La ville est tenue par les Ottomans et qui sont appuyés par la marine britannique qui bombarde les lignes françaises. Donc ça ne va pas pouvoir marcher. Donc Bonaparte est obligé de se retirer. Il passe ensuite à Jaffa où il y a l'épisode de la peste. Vous savez, on connaît ce tableau je crois que c'est gros, la peste à Jaffa. Il perd beaucoup d'hommes en fait, entre les combats, les épidémies, la peste, les maladies, la dysenterie, ce qui fait qu'il va se retrouver, Bonaparte, un petit peu coincé. D'abord, il est coincé parce qu'il n'a plus de flotte. La flotte a été détruite à Aboukir par Nelson, donc l'amiral anglais. Et enfin, il ne se démonte pas parce qu'il dit, bon, mais maintenant qu'on n'a plus de flotte, on va pouvoir revenir en conquérant toute la partie orientale de la Méditerranée, en levant les populations de notre côté, puisqu'on va les libérer. Et puis on va arriver comme ça jusqu'à Constantinople et on va continuer par les Balkans pour prendre l'Autriche à revers. Vous voyez, il manquait quand même pas d'ambition.
Et là, je fais un petit dialogue avec Monge, parce qu'il y avait beaucoup de respect et d'estime mutuelle entre Monge et Bonaparte. Et Monge lui dit, mais général, vous êtes le nouvel Alexandre, parce qu'il y avait quand même cette dimension chez Bonaparte, on l'a vu plus tard, quand il est devenu Napoléon, espèce de désir d'empire, hein, qui était celui de Napoléon, ce qui a d'ailleurs provoqué sa perte. Et on voit donc, une fois qu'il a essuyé ces 2 défaites à Saint-Jean-d'Acre et à Jaffa, là on est en 1799, et il a une nouvelle bataille là qu'il gagne à Aboukir, mais sur terre cette fois-ci. Et il profite de cette victoire pour partir avec quelques-uns de ses généraux et quelques-uns de ses savants pour rentrer à Paris. C'est là qu'il va faire son 18 Brumaire. Mais il laisse quand même tout son corps expéditionnaire en Égypte et il confie le commandement de l'armée d'Orient à Kléber, qui va être assassiné très, très rapidement par ce qu'on appellerait aujourd'hui un fanatique islamiste, qui est un Syrien d'ailleurs, qui a été chauffé à blanc par les imams de la mosquée Al-Azhar au Caire. Et donc Kléber étant mort, la succession sera reprise par le général Menou. Là aussi, j'ai découvert ce personnage, parce qu'à chaque fois, bon, moi je suis tombé un peu de surprise en surprise. C'est une histoire que je connaissais assez mal, enfin, là, malgré le fait que j'ai pu illustrer le texte de Robert Solé à l'époque dans Le Monde sur les savants de Bonaparte, où il racontait bien cette expédition, plutôt avec ce volet artistique et scientifique. Mais il y a des personnages que j'ai découverts à fur et à mesure qu'on ne peut pas inventer, quoi. Ce général Menou, il s'est converti à l'islam. Il se fait appeler Jacques Abdallah Menou. Il a pris femme sur place aussi, une égyptienne musulmane. Et donc, c'est lui qui va prendre la suite de Kléber. Et lui, en fait, il prépare la retraite parce qu'il voit bien que c'est plus tenable pour les Français de rester en Égypte. Donc, il essaye de trouver un accord avec les Anglais qui tiennent les mers pour pouvoir partir un petit peu sans trop de déshonneur. Et donc, en attendant, comme l'armée est quand même assez mal en point, Lascaris, qui entre-temps a rencontré et s'est fait ami avec le chef de la communauté copte, je rappelle, les coptes, ce sont ces chrétiens d'Égypte qui sont là depuis les premiers temps du christianisme et qui ont résisté aussi à l'islamisation de l'Égypte. Ils sont restés avec leur communauté encore jusqu'à aujourd'hui. Lascaris pense que c'est une bonne idée de s'appuyer sur les coptes qui ont pris part aussi à, notamment Yacoub, qui était le chef des Coptes, a été le second de Say, justement en Haute-Égypte. Il s'est battu, disons, aux côtés des Français. Et là, il a levé une légion copte, ce qui est toujours bon à prendre pour Menou, parce que ça fait un petit millier d'hommes qui se sont ralliés, disons, militairement à l'armée d'Orient. Mais Menou voit bien que de toute façon, on ne va pas pouvoir rester. Et là, ça m'a fait vraiment furieusement penser, moi qui ai beaucoup travaillé sur l'Algérie, à la question des harkis. C'est-à-dire, à un moment donné, on est là, on utilise des communautés ou des gens qui se sont ralliés en leur disant que de toute façon, leur sort serait amélioré du fait de notre présence. Certains donc s'engagent très franchement. Et puis quand on s'en va, qu'est-ce qu'ils deviennent, hein. Et donc les Coptes étaient promis finalement à un triste sort après le départ des Français, à tel point que Yacoub décide de partir avec les Français, avec une partie de sa légion copte. Et Lascaris, lui, va être le grand défenseur, le grand avocat de cette communauté copte auprès du premier consul. Entre-temps, Bonaparte est devenu premier consul, auprès de Talleyrand, qui était ministre des Affaires étrangères. Et là, on a les courriers que Lascaris avait envoyés à la fois d'abord à Menou pour proposer un projet pour l'Égypte, à la fois projet d'ingénierie, un projet économique, on peut dire, et aussi un projet politique d'indépendance de l'Égypte, mais sous la tutelle, sous le protectorat français ou anglais. D'ailleurs, il ne sait pas trop. C'est ça aussi qui rend son projet assez utopique et, pour tout dire, un peu loufoque, c'est qu'il essaye, dans l'idée d'avoir une Égypte indépendante, de la rattacher d'une certaine façon à une puissance européenne. Et comme la situation est très mouvante à cette époque-là, il essaie de jouer un peu sur les deux tableaux, mais on voit bien que de toute façon c'est plié pour les Français en Égypte, et donc tout ce monde-là va rentrer en France. Et il y a un épisode, mais là je suis en train de vous raconter tout l'album, je suis idiot en fait.
faut quand même le découvrir par soi-même. On voit bien que ce personnage de Lascaris, et là on a les éléments, on a les documents, c'est beaucoup impliqué dans la défense des Coptes. Et on voit là, il y a une scène, là aussi c'est amusant parce que du point de vue iconographique, quand toute cette expédition finalement revient d'Égypte sur les vaisseaux britanniques, parce que je rappelle, la France n'a plus de flotte, donc ils ont un accord avec les Anglais pour dire ok, les Anglais disent ok, vous quittez l'Égypte, on vous rapatrie jusqu'en France, et du coup les Anglais à partir de ce moment-là ont contrôlé quand même toute cette région. D'ailleurs les Anglais voulaient que les savants livrent tout le résultat de leurs recherches aux Anglais. Et là, les savants ont dit non, c'est comme ça, on met tout à la mer. Donc il y a un petit accord quand même qui est trouvé pour que les savants puissent revenir avec leurs notes et leurs découvertes, y compris des choses qu'ils ont ramenées, sauf la pierre de Rosette, qui est aujourd'hui au British Museum. Et c'est à ce moment-là que les Anglais ont décidé de ne pas laisser partir la pierre de Rosette en France. Et je pense que c'est sur les documents qui ont été réalisés à partir de la pierre de Rosette, c'est-à-dire des moulages et des tirages de cette pierre en 3 langues, hein, on le sait, c'est là-dessus que Champollion ensuite a travaillé quelques années plus tard. Mais en fait, il y avait évidemment ce deal, on peut dire, cet accord entre les Français et les Anglais qui était assez difficile, que Menou a essayé quand même de négocier. Et quand finalement tout ce monde arrive à Marseille, ils sont encore obligés d'attendre sur l'île du Frioul, où c'est la quarantaine. Et là, Yacoub, entre-temps, est mort en mer, et donc il y aura les obsèques de Yacoub sur la page à droite, l'image du haut. C'est Lascaris qui se charge de donner une sépulture décente à Yacoub, qui sinon aurait dû être jeté à la mer, puisqu'il est mort en mer, probablement empoisonné. Et là, il a fallu retrouver, parce que je sais que la cérémonie d'obsèques de Yacoub s'est passée dans le quartier Saint-Charles à Marseille, la paroisse Saint-Charles. En fait, cette paroisse n'existe plus, puisqu'elle se trouve sur l'emplacement actuel de la gare Saint-Charles. Donc quand le chemin de fer est arrivé à Marseille, tout le quartier a été rasé. Cette église qu'on voit à droite n'existe plus. Il y avait un cimetière dans lequel a été enterré Yacoub qui n'existe plus. Les restes ont été transférés ailleurs, mais c'était assez... Là, il a fallu chercher aussi pour trouver le lieu dans lequel Lascaris a fait l'oraison funèbre de Yacoub. Et c'est ça aussi qui est amusant dans mon travail, c'est d'essayer de retrouver du point de vue iconographique les lieux exacts, chose que ne peut faire qu'approximativement un cinéaste, parce qu'il va être obligé de reconstituer, de faire du décor. Aujourd'hui, c'est peut-être plus simple avec l'intelligence artificielle et les effets spéciaux, mais en tout cas, c'est le petit plaisir qu'on peut se procurer quand on est dessinateur, c'est d'essayer de retrouver vraiment les documents qui, comme j'ai fait pour Nice au début, qui rendent compte vraiment des lieux tels qu'ils étaient à l'époque. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Eh bien, merci beaucoup, Jacques. Effectivement, on a parcouru un peu l'histoire de la BD sans pour autant dévoiler les enjeux principaux. Donc, je vous invite quand même à la lire, évidemment. Merci, en tout cas, pour cette magnifique présentation. Je salue également aussi dans la salle la présence de Elsa Puaré, la directrice du Palais Lascaris. Voilà. Et grâce à l'équipe, grâce à Jacques, je pense qu'on a voyagé tout l'après-midi, et vous pouvez poursuivre la discussion lors de la dédicace qui se passera à l'extérieur avec le libraire. Merci infiniment. Merci. À tous.